des questions dans le public pour nos oratrices, que je remercie, je le referai encore tout à l'heure, mais d'être venues et d'avoir tenu les temps. Et merci pour ce topo très complet. Aucune main? Aucune main. Alors, pardon? Oui, une main, si. Juste, je vais me faire le relais de Sandrine Dogy de l'association Syndrome des lésions 22Q11.2 et qui me dit que des traitements médicamenteux très agressifs et ou de très mauvaise qualité pour les dents qui font que les personnes atteintes ont besoin de gros traitements odontologiques comme des implants à un âge adulte et qui me demande ce qu'il y a comme possibilité de remboursement. Alors en effet, dans cette pathologie, il peut y avoir un phénotype oral qui est fort. Et par ailleurs, comme vous le savez, il y a un problème de motricité fine et ils ne se lavent pas très bien les dents et tout. Donc il y a des problèmes oraux qui sont assez forts. Il n'y a pas de prise en charge institutionnalisée spécifique à la réhabilitation orale de ces patients. Ils n'ont pas, a priori, d'agénésie particulière en très grand nombre qui justifierait ce dont on a parlé. Ce qu'il faut, c'est se faire aider du réseau ORAR, si c'est possible, pour un plan de traitement, pas forcément pris en charge, parce qu'il y a des patients qui arrivent totalement à se faire soigner en ville, donc pas forcément pour une prise en charge, en tout cas pour soit une orientation et un aide au remplissage du dossier. Avec, on peut par exemple, le patient voit un praticien en ville, le praticien lui fait un plan de traitement avec des devis. Nous, on peut aider à faire des lettres justifiant avec papier en tête du centre, tout l'argumentaire sur l'altération de la qualité de vie compte tenu de cette maladie génétique, etc. Et aller chercher de l'argent là où on peut en avoir. Mais c'est vraiment sous réserve de la capacité de la caisse locale à pouvoir financer. Voilà. Mais la réponse est non. Il n'y a pas de prise en charge prévue. Voilà. Et en effet, ça fait partie du gros travail qu'on a à faire avec la CNAM. En fait, on en revient, je pense, à la conférence du docteur Freelander, c'est qu'il faudrait éviter d'en arriver là. En fait, il faudrait qu'il y ait une prise en charge plus précoce. Enfin, pour cette problématique qui est plus liée à la perte dentaire liée aux difficultés d'hygiène et aux difficultés alimentaires, il faudrait qu'on puisse, s'il y avait, en tout cas, une meilleure prise en charge précoce, on n'en arriverait peut-être pas à des pertes dentaires plus tard, mais voilà. Après, effectivement, ça rentre, s'il y a besoin d'un implant, ça rentre pas dans les ALD 31, ça c'est sûr. Enfin, il y aura un refus. Après, on peut faire les dossiers de diète d'exceptionnel, mais qui sont quand même soumises effectivement aux revenus des parents. Alors ça, c'est pas très juste mais c'est comme ça. D'ailleurs, ça, c'est justement une question en ligne pour Madame Schramm, justement, quelle est cette démarche de demande d'aide exceptionnelle, justement, auprès de la CNAM, la MDPH, auprès de qui demander? C'est vraiment au niveau de la CPAM, donc de votre caisse locale. Et il faut faire un courrier et une demande argumentée. Et effectivement, il y aura un dossier qui sera soumis à condition de revenu. Et ce qui est triste, finalement, c'est que certaines caisses, encore une fois, qui sont fortement sollicitées, sont des budgets un peu de réserve pour le social. Vous pouvez tout à fait avoir un dossier qui rentrerait dans des conditions et ils ne pourront pas, une année donnée, pouvoir aider un enfant ou une personne pour ces aides exceptionnelles. Donc on voit là tout l'enjeu, je pense, de travailler en amont pour essayer de faire comme ça a été présenté sur les génésies dentaires et trouver des financements qui rentrent dans le cadre global, parce que ces aides extra-légales, vraiment, il faut les solliciter directement à la CPAM, mais voilà, je les nuance parce qu'il y aura des déceptions, et c'est vraiment là, pour nous, voilà, c'est assez triste de répondre comme ça, mais c'est la situation actuelle. Mais je peux préciser aussi, il faut les Bien demander quand c'est à l'état de devis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas solliciter un fonds extra-légal quand les soins sont faits et facturés et payés. Et il y a tout un dossier, il y a des formulaires qu'on trouve sur Internet avec des documents justificatifs. Et après, il faut toujours appeler aussi la mutuelle pour savoir s'il existe un fonds. Et entre l'extra-légal et la mutuelle, on arrive à quand même avoir une meilleure prise en charge. Donc toujours en amont, donc, ouais, avant les soins. Oui. Agnès. Alors, je voudrais parler
au nom d'autres patients qui ont d'autres problèmes liés à leur cavité buccale. On a parlé des agénésies dentaires, mais il y a des patients qui perdent leurs dents dans le cadre de maladies rares, qui sont donc totalement édentés de manière précoce. Là aussi, il n'y a pas de prise en charge financière possible ni reconnue pour ces patients. Il y a tous les patients pour lesquels les dents ne font pas leur éruption dans la cavité buccale. Et donc là, on se trouve dans une situation d'édentement. Il y a ensuite les patients qui ont des problèmes liés à la formation de leur émail. Donc tout le groupe des amélogénèses imparfaites, où là, cette couche protectrice qui nous aide finalement à vivre, à manger, à sourire, n'est plus fonctionnelle. Et donc des besoins de prise en charge énormes pour ces patients, de l'enfance à l'âge adulte, qui là aussi ne sont pas pris en compte. Les gens sont désespérés, parce qu'il y a des impossibilités de soins finalement en raison des difficultés financières. Et ça, c'était une question en ligne justement qu'on avait qui était destinée à Madame Langelier. Mais est-ce qu'un dentiste peut faire une demande d'ALD comme par exemple pour une amélogénèse imparfaite, par exemple? Et où est-ce qu'il faut que ce soit? Est-ce que c'est forcément le médecin qui fait le diagnostic qui fait cette demande, ou ça peut être n'importe quel autre praticien, enfin à vous ou quelqu'un d'autre dans le panel, bien sûr. Alors, effectivement, normalement, c'est le médecin traitant. Maintenant, on l'a vu dans la présentation, la maîtrise de la santé buccale et dentaire par les médecins traitants, probablement avec une marge d'amélioration. Donc, je pense qu'il faut les conseiller, mais c'est vrai que normalement, ça doit passer par le médecin traitant. Alors, je coordonne les réseaux rares, donc je suis praticien expert. J'ai eu un refus d'ALD 31 sur le motif que je n'étais pas médecin, effectivement, et que donc je devais apporter la preuve qu'en tant que praticien d'un centre de référence, chirurgien dentiste, j'avais la capacité de remplir ces documents. C'est donc une question très claire, et est-ce qu'on a cette preuve? Vous voyez, c'est surtout, il faut se rappeler, parce que ça paraît complètement fou ce que vous racontez, en fait, quand on est ici. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Alors, en fait, non, mais parce qu'il faut remettre dans le cadre général. Dites-vous quand même que là, on est tous, les présentations sont plus explicites les unes que les autres. Mais enfin, rappelez-vous quand même que dans les cas où vous avez du personnel qui traite des millions de dossiers de patients qui ont des maladies beaucoup plus fréquentes, et encore même là, on travaille fortement la science maladie pour avoir des réponses, encore une fois, homogènes, adaptées, etc. Là, sur ce point-là, oui, la réglementation fait qu'on va vous demander, parce que ça ne passe pas. Voilà. Alors, si on n'a pas ces règles-là, on peut plus faire du cas par cas. Moi, je suis rentrée à l'assurance maladie. On avait encore un peu de marge pour vraiment faire du dossier individuel. Et du coup, ça bloque. Alors, il faut trouver une astuce. Je pense que là, au regard de votre formation, ce que vous faites, votre implication dans le réseau, il y a probablement une astuce de passer par, effectivement, un courrier argumenté que vous donnez aux généralistes et qui peut passer. C'est une proposition. En tout cas, on peut en discuter. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera plus difficile de faire du cas par cas, on n'y arrivera pas, que d'essayer à trouver les moyens de répondre de manière le plus adaptée pour vous, pour pas qu'on tombe dans des dossiers type MBPH où ça vous prend un temps fou, et qu'on trouve une réponse. Voilà. Mais je suis désolée de vous répondre de cette manière-là, mais c'est vrai que le constat est assez affligeant. Sur la négociation quand même des actes, il faut comprendre qu'il y a un contexte... je pense que dans la prise en charge des soins en France, je pense que toute la partie dentaire, elle a quand même beaucoup de retard. Que ce retard-là, c'est pas inéluctable. Donc on peut y travailler. Je pense qu'il y a des négociations. On a entendu parler des ordres tout à l'heure. Il y a des syndicats qui sont au cœur de la négociation, mais il y a aussi tout le travail effectivement de sollicitation par les centres experts de l'HS, mais y compris en passant par la CNAM pour demander des actes dès qu'on documente. Et je dois le dire parce que il y a maintenant 2-3 ans, on a fait évoluer, par exemple, c'était un petit pas, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Pour les Mickey, on avait effectivement une demande qui a été documentée pour effectivement prendre un petit peu mieux les soins conservateurs. Ça a été fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je pense qu'on a devant nous un constat qui est affligeant, et
peut travailler ensemble, je pense, vraiment pour aller de l'avant, parce qu'on a vraiment un besoin très fort. Nous serons ravis, dans le cadre du réseau, de travailler avec vos services. Merci. Dr James. Je suis chirurgien à Necker. Je m'occupe beaucoup d'enfants, moi, qui ont des gros handicaps, etc. Et c'est vrai que je ne fais aucune demande de MDPH pour les dents. Et c'est vrai qu'ils ont des dents avec les médicaments qu'on leur donne, les antiépileptiques, des spastiques, dystoniques, catastrophiques, etc. Je fais pas. Alors c'est peut-être de ma faute, mais clairement, quand je les envoie voir le dentiste, ils reviennent en me disant non, on ne peut pas. Le dentiste, il ne veut pas nous voir parce qu'il ne connaît pas la maladie, il ne veut pas, etc. Donc on se retrouve dans un no man's land où j'ai mes enfants qui ont des dents catastrophiques. Et la question, c'est est-ce que je dois remplir la MDPH avec une demande et qu'est-ce que je fais de ces enfants qui n'ont pas de maladie rare, hein. C'est des prématurés, c'est des anomalies de la charnière, c'est des hydrocéphalies, exact. Donc tous ces enfants qui n'ont pas de maladie rare, qui ont un handicap quel qu'il soit, je suis dans un vide intersidéral. Il y a des praticiens libéraux qui sont spécialisés dans la prise en charge pédiatrique et qui généralement prennent en charge ces patients-là. La difficulté, c'est que comme c'est pas une spécialité qui est reconnue, donc il n'y a pas un annuaire de ces spécialistes, mais c'est pareil, c'est un point sur lequel ce serait je parle nécessaire. pas de Parisiens. Oui, mais il y a les odontologistes pédiatriques, en fait, c'est ça le truc. Il y en a répartis en France entière. Enfin, voilà. Simplement, il n'y a pas un annuaire disponible, donc c'est compliqué de vous dire vous cherchez dans l'annuaire. Alors, on a un annuaire, nous, off. Je pourrais vous le. Oui, je veux bien l'annuaire off, mais le truc, c'est que je ne vous parle pas des Parisiens. Alors, les Parisiens, on arrive quand même à connaître des petits noms. Non, mais je parle en province. Hein, mais pas je que parle de tout le reste de la France, parce qu'on recrute sur toute la France et c'est très, très compliqué. C'est justement deux questions qu'on avait en ligne à ce sujet-là sur les réseaux de soins dentaires. Alors là, ça citait par exemple Apolline 91, que je ne connais pas, qui est un réseau francilien, mais aussi un réseau près de Toulouse. Mais voilà, la question était de savoir s'il existait au moins une liste effectivement des réseaux existants, et la réponse est plutôt non a priori. Donc, oui, Rika. Si je peux. Oui, ce qui ressort, et vraiment on est ravis parce que ça fait plusieurs années qu'on rame tous ensemble, mais pas forcément assez ensemble. C'est-à-dire que ce qui me paraît flagrant, quand on a vu l'exposé du CRMR MAFAS et traitements orthodontiques, l'exposé des CRMR au rare, c'est que je pense qu'on arrive à un stade de maturation et on a un petit peu pas été trop vite pour ça, où le système est en place dans le CRMR au rare. Il faudrait un travail intra-filière, inter-CRMR, et avec le volet médico-social. Parce que séparer la prise en charge orthodontique dans un CRMR MAFAS, l'oligodontie dans un CRMR au rare, c'est vraiment prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. C'est pas une critique, hein, parce qu'il faut des exemples concrets. Hein. C'est tout sauf une critique. C'est la prise en charge globale de la santé orale, avec un gradient, vous l'avez vu, entre médecine et dentaire, etc. Dans les CRMR au rare, vous avez les facs dentaires derrière, les services hospitaliers qui sont les backups et qui vont former les professionnels. Donc, je pense que on peut remplir le trou qu'il y a entre médecine, odonto et surtout, comme on dit, les patients, au travers d'une communication inter-CRMR et puis après interfilière ou en même temps, quoi. Mais je pense que là, on arrive à un moment où on va peut-être aller voir tous Madame Macron en disant mais écoutez, c'est pas possible. Je sais pas, mais il y a des trous dans la raquette, comme vous l'avez dit, il y a des trous structuraux, puis il y a des trous qu'on peut peut-être compenser autrement, mais je crois qu'on arrive à un stade où la filière est vraiment merci, vous travaillez beaucoup. Voilà, je ne sais pas si c'est juste de dire ça maintenant, mais on a envie de le dire. C'est toujours bon à entendre, merci. Attendez, on n'a pas du tout en fait, bien répondu à votre question, qui est quand même hyper importante. Dans le réseau ORAR, il y a un maillage territorial qui n'est pas encore partout en France, mais qui est pas mal étendu, avec deux centres références à Strasbourg et à Paris, et des centres de compétences un peu partout sur le territoire. En fonction parce qu'il faut faire simple. Parfois, c'est pas simple en termes de... Ils font beaucoup de kilomètres pour venir se faire soigner, mais essayons d'imaginer qu'on peut faire simple. Chaque réseau ORAR, chaque centre ORAR, partout en France, a lui-même son petit réseau autour de lui, de cliniques, collègues, confrères, trucs qui pourront vous aider. Donc en fait, quand vous avez une question spécifique dentaire, adressez-vous au centre de référence
de la région. Si c'est galère, adressez-vous au centre de référence Strasbourg ou Paris. Et si c'est, en fait, on arrive toujours à trouver des solutions en local pour essayer d'avoir la meilleure prise en charge. Et ça marche, mais peut-être que vous n'aviez pas en tête ce maillage territorial qui sert exactement à ça, en fait. Donc, parlons-nous. Plus. Voilà. Et qui se connecte à un réseau handicap aussi. Exactement. Qui se connecte à des handiconçus. Très bien. Autre question, j'ai une question en ligne pour Madame Majourou, de la part de Madame Vasquez, je crois. Voilà. Aurélie, voyez-vous encore en libéral des enfants qui ne sont pas suivis par le réseau MAFAS, donc en général hors PNDS? Alors, il n'y a pas besoin de nom non plus, hein, mais en gros, en tant qu'orthodontiste, quelle est votre attitude quand vous voyez des enfants qui sont suivis a priori hors les clous, si j'ose dire? Alors, il y en a quelques-uns. Donc, il y en a déjà. Voilà, il y en a quelques-uns. Alors, je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on les soigne. On essaie de les rediriger vers... Déjà, c'est vrai que j'avais un petit message d'Isabelle James depuis Lyon qui disait... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'orthodontistes qui sont vraiment qui sont de très bonne volonté pour travailler en libéral, en collaboration, qui font beaucoup d'efforts, qui vraiment se prennent beaucoup de peine. Et à l'inverse, il y a des praticiens qui sont pas formés, pas compétents et qui agissent de leur côté. J'ai vu un patient qui est arrivé par lui-même, mais presque à la limite agressif. C'est un patient adulte, porteur de fente. Ça faisait 2 ans qu'il avait des gouttières Invisalign mis par son omnipraticien. Il était persuadé qu'il allait, avec une endomaxillie énorme, hein, avec pas greffé, les dents dans le vide. Ça faisait 2 ans qu'il portait donc ces gouttières, et les dents ne tenaient plus que par les gouttières. Et c'est désastreux, c'est terrifiant. Donc, comment faire pour arriver à les aider? Mon job, avec beaucoup d'orthodontistes, des centres de compétences référents, c'est déjà de donner envie déjà à des jeunes professionnels, comme dans les congrès des journées de l'orthodontie, en ayant une séance qui est dédiée pour les fentes, pour les maladies rares. Et ça, c'est très important. Je pense de donner envie aux jeunes de s'investir et vraiment de s'engager. Et c'est vraiment un métier formidable que nous avons pour ça. Et après, faire passer l'information pour que les praticiens qui ne sont pas compétents et qui ont pourtant quand même... c'est fou d'être... Je ne serais pas confortable si je n'étais pas compétent. Je ne me lancerais pas un traitement Invisalign avec un prémaxillaire branlant. C'est quand même... Il faut avoir... Enfin voilà, donc essayer de dissuader et faire passer aussi le message à travers les associations de parents aussi, qui sont là, et les familles, disant c'est pas normal qu'on mette des appareils qui sont... et qui est pas le centre de référence est là, le centre de compétences est là pour pouvoir arriver à je pense, mettre des garde-fous et arriver à travailler avec un réseau de correspondants compétents et qui sont vraiment en travail. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Mme Vasquez. Écoutez, mais c'est vrai que c'est triste de voir des patients je crois que si. Merci. Une remarque qu'on a en ligne aussi, c'est qu'il faut qu'on donne les références des PNDS aux médecins et aux familles. Alors tous les PNDS sont en ligne, directement sur le site de la HAS. Alors c'est qu'on a issu de la filière aussi. Enfin voilà, allez sur le site de la filière pour commencer. Et c'est vrai qu'on n'a pas mis les QR codes pour tout, mais encore une fois, tout est disponible en ligne, tous les dizaines de PNDS et les quelques-uns qui nous concernent nous directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Madame Abadi. Oui, c'est une question un peu subsidiaire pour Leïla Rivard. Je vois que SSR s'est transformé en SMR. Qu'est-ce qui fait que certains sont plus médicalisés, accueillent des enfants avec des trachs ou pas, avec des KTC ou pas? Parce que c'est vrai qu'en pédiatrie, il n'y en a déjà pas beaucoup. Des centres spécialisés, très médicalisés, comme là où tu travailles, il y en a encore moins. Et qui décide? Est-ce que vous êtes plus nombreux, payez plus intelligents, plus formés? Qu'est-ce qui fait que vous avez ou pas la possibilité d'accueillir ces enfants? Parce qu'on est quand même très limité. Alors, en fait, il n'y a pas de... C'est nous qui décidons, on n'est pas payé plus. Voilà. On n'est pas... On fait aussi avec les moyens qu'on a. Alors, le changement d'appellation... je n'ai pas encore regardé complètement les décrets en
en détail, mais en gros, c'est encore plus de contraintes, notamment. Donc, probablement que certains centres vont perdre leurs autorisations pour certaines pathologies, puisqu'on nous demande des formations et des plateaux techniques et du personnel ultra formé. C'est encore plus exigeant en fonction de certaines, en tout cas dans certaines autorisations. Voilà. Non, on a essayé, nous, à notre niveau, de... Donc, il y a l'ARS qui organise des réunions qui s'appellent de STROS, là, de schéma régional d'organisation, enfin des offres de soins. Mais globalement, moi j'y ai participé. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications, en tout cas de l'offre de soins. Leur seule régulation, c'est de donner ou pas donner les autorisations pour certaines pathologies. Mais j'avoue que c'est assez opaque. Par exemple, nous, on est fléchés et connus des cardios pour être très orientés cardiopathie congénitale et post-op de chirurgie cardiaque. Mais j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y avait 3 autres SMR d'Île-de-France qui avaient cette autorisation aussi, mais qui n'accueillent jamais de patients, par exemple. Donc voilà, il y a un gros travail à faire là-dessus. Oui. Un gros travail à l'époque où il y a 20% de lits fermés dans les hôpitaux et où vous faites un travail d'aval fantastique qui permettrait d'accélérer et de libérer des lits pour que les enfants ne soient pas transférés je ne sais pas où à l'époque des bronchiolites. Indispensable, merci beaucoup. Une question en ligne encore. Pour les enfants atteints de FANT, chez lesquels on a des refus d'ALD, de demande, est-ce qu'il existe une commission nationale qui doit colliger ces dossiers d'enfants suivis en CCMR pour rediscuter l'indication d'ALD? Ça existe? La pertinence ou pas de l'acceptation du dossier? Non, après je vais répondre avec l'aval du médecin de la CNAM. Comme vous le disiez tout à l'heure, chaque médecin conseil se pose la question, discute du panier de soins, est-il coûteux? Une fente, ça ne veut rien dire. Une fente, c'est ce que disait le médecin tout à l'heure. Ça dépend à quel moment de votre vie. Si c'est lors des 3 premières chirurgies primaires de 0 à 4 ans, oui, c'est coûteux parce qu'il y a 3 interventions, 3 hospitalisations. Si on rentre dans la phase après pré-greffe osseuse, où pareil, où c'est 1, 2, voire 3 interventions, une fois qu'on rentre dans l'âge des 7-8 ans avec de l'orthodontie, jusqu'à 12 ans, est-ce que c'est coûteux? Et ça, chaque médecin conseil va avoir il n'y a pas de nomenclature sur le panier de soins coûteux ou pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il n'y a pas de commission nationale. Après, pourquoi pas avoir un travail sur le panier coûteux, je ne sais pas. Une sorte de commission de recours, voilà, pour faire appel en quelque sorte. Du coup, c'est la suite de la discussion sur la prise en charge des actes. Ces actes-là, ils sont très, très peu pris en charge, donc de fait, ils ne sont pas dans un panier de soins coûteux. Donc je pense que tout le travail qu'on évoque là, qui est en perspective, c'est mieux faire reconnaître cela. Je pense qu'il faut quand même retenir que dans les avancées qu'on a eues, on a vu là, sur les prothèses auditives et sur le dentaire, en France, le 100% apparaître sur des prises en charge sur des implants, c'était quand même une révolution. On n'est pas du tout sur ce type de pathologie, mais enfin, il faut quand même se rendre compte que c'est un énorme engagement de l'assurance maladie collectivement. Il faut aller plus loin sur des vous êtes plus sur des niches, on va le dire comme ça, mais qu'il faut défendre sur des dossiers argumentés. Mais là, je vais complètement dans votre sens, et je pense que ça fait écho à la présentation. Voilà, ça veut rien dire les fentes. Il y a ces temps, qu'est-ce qu'on a derrière comme soins, et si réellement ce sont des soins non remboursés, c'était la présentation, c'est que 100% de zéro, ça fait toujours zéro. Voilà, c'est dramatique, mais il faut vraiment. Non, mais la mécanique, elle est celle-ci. Donc du coup, mais oui, mais je me permets de le dire parce que plus on le partage, ce constat, et qu'on comprend que ce système permet aujourd'hui, l'ALD, c'est 12 millions de patients pris en charge. Hein, donc il faut se rendre compte que c'est une énorme partie de la prise en charge qu'on partage tous solidaire. Du coup, oui, qu'il y ait des refus, c'est normal dans un système. L'important, c'est, je pense, et nous on le voit beaucoup dans la rencontre avec les associations, c'est qu'il y a une espérance dans cette expression du 100% d'exonération qu'on comprend très bien
et sur lesquels je pense qu'il faut lever ces espérances presque au-delà de ce que ça représente et voir ensemble comment on peut travailler. Mais voilà, c'est un constat, on le partage, voilà, travaillons ensemble, mais effectivement, ça restera là aujourd'hui des sujets où on aura des refus et il ne faut pas s'en offusquer toujours. Voilà, je pense que, par contre, il faut être clair. Moi, quand j'entends ce que vous dites sur l'évolution de la nomenclature qui m'a confirmé en ligne, en direct, et que vous avez encore des caisses qui n'ont pas compris, bon, ça arrive aussi, c'est la vie, hein, on est une grande structure, donc on va faire des rappels. Ça, par contre, ça vaut le coup. Je pense que la CNAM, elle est là pour ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à tout le monde individuellement, mais vous êtes structuré en filière, vous avez des interlocuteurs, vous pouvez faire des courriers. Vous l'avez vu, au ministère, ça a du sens aussi. Bon, de temps en temps, nous aussi, on fait avancer des dossiers. Je pense que c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Hein. Coordonner au niveau des filières et puis monter un certain nombre de points. Comme ça, on fait les rappels qu'il faut et on essaye d'obtenir une homogénéité de traitement, ce qui est logique. Hein. Tout à fait. Ouais, je ne sais pas si ça marche, ça. Oui, ça marche. Justement, quand on a discuté avec vos collègues, avec Arnaud Picard, je crois que c'était en février ou mars dernier, et la balle est presque dans notre camp aussi pour pouvoir avancer sur d'autres pathologies, parce que les fentes, on a la chance d'avoir quand même une prise en charge avec un nombre de semestres qui est donc illimité et à la possibilité de pouvoir redémarrer des traitements ou démarrer des traitements tardifs, ce qui n'est pas le cas d'autres pathologies comme les microsomies faciales ou comme d'autres anomalies craniofaciales qui restent rares, donc c'est pas non plus un pool de patients énorme. Et ça serait important qu'on ait plus de temps pour prendre en charge ces patients correctement, parce que quand on se retrouve au bout des 6 semestres, alors que au même titre qu'un patient qui n'a pas d'anomalie craniofaciale et qui va avoir juste des rotations de dents qui ne vont pas l'empêcher de vivre ni de sourire, c'est ça où il y a un peu une injustice. Donc, et surtout, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là adapter un peu le cas des fentes, le panier de prise en charge des fentes, à ces particularités des anomalies craniofaciales à prendre en charge sur le plan orthodontique qui nous posent vraiment un vrai souci aujourd'hui. Vous voyez, c'est typiquement un dossier, je pense qu'il faut se mettre autour de la table avec des experts, avec les bonnes personnes, et puis effectivement voir si ça peut rentrer, quelles conditions, combien ça représente de patients, et comment on peut gérer ça aussi après. Parce que vous l'avez dit aussi, parce que n'oubliez pas que nous, à la Science M'a dit, je le disais à ma voisine, le sujet des soins dentaires dont vous avez parlé avec les gouttières, on voit qu'il y a quand même des grands, au niveau qualité des pratiques, quand même des vrais sujets. Hein. Dans la presse, là, il y a quand même eu des scandales dans certains centres de dentaires. Nous, au niveau de notre équipe de dentistes conseils, ça va être nos priorités ces 2 prochaines années. Enfin, le contrôle sur les centres dentaires où il y a eu tant de mésusages et de traitements non qualitatifs est une priorité collective. Et du coup, non mais voilà, donc il faut qu'on arrive à trouver avec vous les bons temps pour que ça ne vous prenne pas trop de temps et qu'on arrive à argumenter je dirais des améliorations pratiques. Il faut aussi qu'on travaille sur ces dossiers-là parce que, bien sûr, vous, votre activité, ce sont des patients, ça s'incarne. Nous, rappelez-vous que ça tombe sur des volumes qui sont tout petits. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver comment on le rentre dans une réflexion plus globale, mais c'est vraiment tout à fait faisable. Je pense que voilà. Merci en tout cas de cette invitation et de ces échanges qui sont riches. Merci à vous, merci beaucoup. Une des dernières questions en ligne qui était initialement donc adressée à Muriel de la Dure, mais qu'on peut, je pense, généraliser. À quand un formulaire numérique transmissible par mail et la fin d'un formulaire papier peu clair sur lequel il faut appuyer très fort? D'une manière générale, je pense... alors voilà, si je cite... et de manière plus générale, il faut poser la question. À quand des perspectives de dématérialisation complète éventuellement de ces démarches-là? Enfin, c'est dans l'air du temps, vous savez, ou pas du tout? Non, alors moi j'ai pas d'infos. Vous avez plus d'infos sur votre DSI, mais voilà. Moi je peux vous donner l'exemple de la PHP, ça a mis du temps. Je sais pas si c'est un bon exemple. C'est une réponse qu'on peut pas accepter. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un élément de réponse en tout cas qu'on accepte. Non, moi j'ai une question. Il y a quand même une difficulté qu'on rencontre, c'est que quand on a des courriers qui reviennent avec des refus comme ça de la CPAM, en fait on n'a jamais l'interlocuteur, on n'a jamais le contact du dentiste conseil de la CPAM. Donc en fait, c'est très difficile pour nous de pouvoir interagir avec quelqu'un parce qu'on n'a personne. En fait, on a que enfin, moi, je l'ai vécu personnellement en tant que patient. Et alors, en plus, en étant médecin travaillant à l'hôpital, on n'a pas le numéro rapide des praticiens de santé. Donc, on est obligé de passer par le numéro très très long du commun des mortels. Et
je pense que j'ai dû passer 5 heures d'appels téléphoniques. Donc je mettais mon téléphone, je travaillais en attendant, pour essayer de joindre quelqu'un. Et en fait, je n'ai jamais réussi à joindre un médecin, en fait. Et ça, c'est une difficulté pour nous de ne pas pouvoir joindre l'interlocuteur qu'on doit joindre. Alors je me suis demandé pourquoi il y avait ce manque de transparence. J'ai bien fait de venir aujourd'hui, je pense que... Merci encore. Non, mais c'est important de le dire, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est de plus en plus difficile. Alors je crois qu'aujourd'hui, nos dentistes conseils sont, je crois, moins de 300 sur toute la France. Donc effectivement, les numéros sont difficiles à joindre. Il n'empêche que là, je suis désolée parce que comme je ne suis pas, du coup, au niveau des cas, j'ai plus le numéro direct. Il y a quand même pour les professionnels, parce qu'on entend ça tout le temps. Et on essaye de faire mieux, donc on essaye d'avoir des plateformes pour que vous ayez, et notamment pour les médecins traitants qui ont quand même régulièrement des points. Donc je passerai par la filière, je suis désolée pour vous redonner ce numéro, j'ai honte, je ne l'ai plus en tête. Et ça, c'est vraiment le point le plus important sur la numérisation. Bon, bah ça, voilà, je pense que ça a été dit. Il y a beaucoup de sujets. Nous, aujourd'hui, sur l'espace santé, le DMP, tout ça, tout le sujet, c'est effectivement de faciliter, de numériser. C'est vrai que ça avance. Hein. Je pense que c'est de plus en plus des sujets sur lesquels on a évidemment une roadmap qui n'est pas à 2 mois. Hein. Donc, on a quand même un travail à faire. Mais c'est devant nous, c'est possible. Il ne faut pas oublier que même quand c'est numérisé, il y a toujours des patients où c'est pas possible. Voilà. Donc, gardons en tête qu'on va vers des choses qui vont se simplifier. On le fait pour les médecins traitants, pour les demandes d'ALD d'ailleurs. Hein. Il y a un système qui leur permet de faire la déclaration directement en ligne. Il faut qu'on garde toujours la réserve du papier. Donc, c'est vrai que quand les formulaires sont connus, c'est un plus parce que ça reste quand même un fil rouge qui nous permet de répondre à certaines situations. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question dans le public, peut-être? Oui, ou une remarque? Bonjour, je suis Dr Paternoster, je travaille en crânios. C'est juste un commentaire un peu polémique, peut-être plutôt vers le collègue docteur. Parce que moi je suis italienne, je suis arrivée en France, j'ai découvert un système de prise en charge et d'accompagnement des malades qui est beaucoup différent et qui ça m'a étonnée de façon positive. Et je trouve aussi qu'il faut faire un peu attention parce que ce n'est pas simplement le fait d'avoir une maladie grave, mais malades, ils ont des maladies très graves et chroniques qui forcément va justifier toute l'aide, toutes les prises en charge et tous les remboursements à tous les âges, à tous les moments et à toutes les situations. On retrouve, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être la seule à refuser des bons transports inutiles pour des malades. Je pense qu'un jour, je vais être vraiment tapée fort parce que je pense que je suis la seule qui ne comprend pas pourquoi pour venir en consultation pour des enfants qui marchent et qui respirent, ils font un taxi, que je ne comprends pas pourquoi il faut une ambulance pour entrer après une hospitalisation, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, sur le fait qu'on privilégiait quand même le transport en commun, les véhicules particuliers, bien sûr. Exactement. Et je pense qu'aussi de la part des familles, comme ça je suis polémique vers tout le monde, de la part de familles, il faut aussi accepter qu'à un certain moment, des MDPH, ils ne sont pas forcément renouvelés. Quand le malade commence à avoir un certain âge et les problèmes commencent à se réduire et la prise en charge, ça devient plus simple. Donc c'était juste une petite réflexion critique de tout le monde sur comment on va utiliser des aides qui sont exceptionnelles. C'est vrai aussi avec le temps que quand l'ALD devient caduque et qu'elle n'est pas renouvelée de fait parce que l'état de santé du patient s'est amélioré et qu'il n'y a plus de raison de la renouveler. Enfin, ça arrive à un moment, alors pas pour tous, c'est même souhaitable quand ça arrive quelque part. Hein. Mais je vous remercie de ce point de vue parce que c'est vrai que l'assurance maladie, nous, on est conscient de cela et on sait toute la difficulté pour les professionnels de refuser en direct. D'où l'importance, d'ailleurs sur le site, là, quand j'ai dit qu'on a revu sur l'ALD, il y a aussi toute la condition de la prise en charge des transports. Ça a été fait avec, si vous retrouverez, si vous ne trouvez pas bien les liens, je vous les passerai, parce qu'on a même un petit mémo, c'est extrêmement important, encore une fois, que ce soit connu, y compris des patients. Je pense que nous avons un levier très important d'explication auprès des familles et des patients. Et nous avons, c'est un engagement commun, hein, ce sont l'assurance maladie, c'est nous tous et c'est pour nous tous. Et donc du coup, effectivement, je trouve que c'est bien qu'on l'aborde. Et nous savons à l'assurance maladie la difficulté, nous le savons par exemple sur les arrêts de travail. C'est pour ça qu'il y a quelques années,
on a fait des documents qui, au départ, irritaient un peu, qui étaient des référentiels de durée d'arrêt de travail, où on dit effectivement que, a priori, quand on regarde sur la courbe de Gauss, la grande majorité, c'est 5 jours pour tel truc ou tel machin. C'était un peu choquant, mais les Américains le font et ça pose pas de problème. Et puis surtout, ça aidait dans la discussion, à dire, mais finalement, écoutez, normalement, dans 10 jours, c'est réglé. Voilà. Et ça évite effectivement aux professionnels, et notamment les libéraux, d'être parfois avec une pression parce qu'il y a d'autres éléments qui se jouent. Et vous qui travaillez beaucoup avec les parents qui doivent prendre des jours pour accompagner finalement les enfants, il y a toujours ce sujet-là sous-jacent. Et donc voilà, merci de cette intervention. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clore cette matinée. Merci encore à toutes nos intervenantes d'être venues, d'être déplacées, d'avoir fait des présentations aussi complètes. Merci à vous de nous avoir suivis en ligne.